D'océan, oui, voilà, exactement. Bonjour, parce que c'est quand même mon métier de départ d'être océanographe. Et c'est de ça dont on va parler. Et on va parler à la fois de comment ça marche l'océan, parce que je pense que tout le monde n'a pas vraiment les vraiment notions de base, ce qui permet de poser ensuite le décor de la perturbation anthropique. Et on va faire un focus sur la Méditerranée, parce que quand on est à Lyon, la Méditerranée, c'est celle où on va mettre les pieds. En fait, c'est parce que quand même la Méditerranée était véritablement un hotspot du stress du réchauffement climatique. Et comme ce que je vais raconter fait rêver, mais pas du tout, finalement, à la fin, c'est pas drôle. Il y a aussi tout un débat qu'on peut avoir sur les solutions si on a du temps. Parce qu'il y a quand même, faut voir qu'on n'est pas gentil avec la mer. L'humain n'aime pas sa mer. Et que ça se voit. Alors ça, c'est une image quand même. Donc mon métier, c'est d'océanographe de terrain. Mon terrain à moi, il flotte et il penche. Ça arrive. Et pendant cette campagne en mer dont j'étais chef de mission avec ma collègue Hélène Plonquette à Brest, on a eu des creux de 18 mètres et le bateau, une fois, il a fait 25 mètres de descente comme ça. Et heureusement, il fait 120 mètres de long, donc on a pu travailler jusque par des temps. Il est très très bien fait ce bateau. Et on a fait beaucoup de prélèvements, beaucoup de collectes d'échantillons. On est en train d'exploiter. Je vais juste vérifier, je sais que ma voix porte, mais le fond de l'amphi, ça va? Ou il faut que je monte un chouïa? C'est très bien, ok. Bon, je ne vous l'apprends pas, hein. On est dans un milieu de géologue, d'environnementaliste, mais notre planète est bleue, elle est couverte aux 3/4 de sa surface par l'océan. Vu par les gens qui travaillent sur le système Terre, on appelle ça des réservoirs ou des compartiments, parce qu'on aime beaucoup mettre des flèches entre les réservoirs et les compartiments pour déterminer comment marche un système. Et là, en particulier, quand on va s'adresser au système Terre, on va avoir 3 grands réservoirs que sont l'atmosphère, les continents et l'océan. Et ce qui est important, c'est que, quelle que soit leur taille, en fait, l'océan, c'est de loin le plus gros, hein, il représente 1,4 milliard de mètres cubes d'eau. Autrement dit, la plage, la serviette et l'ascone à papier, il reste encore beaucoup de choses derrière. Et l'atmosphère est plus petite, mais avec l'atmosphère, il échange, et ça, je vais beaucoup en parler, de la chaleur, de l'eau et des gaz, mais aussi avec les continents, l'océan échange des éléments chimiques. Et quand on a mis des chiffres sur ces flèches, eh bien on est capable de, en gros, d'écrire le système Terre et donc notre climat actuel. Je vais y revenir. C'est beaucoup plus complexe que ça, on a beaucoup plus de flèches que ça, mais c'est les flèches principales. Pour comprendre pourquoi l'océan est un élément majeur dans le contrôle de notre climat, j'ai ce schéma ultra simple qui est en fait légèrement flou, et je n'ai pas les moyens de régler, mais ça n'empêche pas que vous voyez, mais c'est légèrement flou. Je vais vous illustrer comment se font les transferts d'énergie entre les basses latitudes et les hautes latitudes avec un courant marin qui est connu, qui s'appelle le Gulf Stream. Il s'appelle comme ça parce qu'il prend sa source. Alors, un courant qui prend sa source, je vais assez rapidement vous expliquer ce que c'est, mais disons qu'il se forme dans le golfe du Mexique, il sort là, ici, entre la Floride et Cuba, et il va, pour des raisons de force de Coriolis, décoller des côtes de l'Amérique du Nord pour traverser l'océan Atlantique en diagonale. Ce courant de surface fait 1,5 km d'épaisseur, la profondeur moyenne de l'océan étant de 4 km, ça reste un courant qui est en surface. Et qu'est-ce qu'il va faire? Le schéma en haut montre que le Soleil éclaire à la perpendiculaire à l'équateur et tangentiellement au pôle, et il va transporter l'équivalent de l'énergie qu'on produit, nous, l'humanité, par an, depuis les basses latitudes jusqu'aux hautes latitudes. Cette énergie, il la prend à l'atmosphère quand il est en bas, et il va la rendre à qui? À l'atmosphère quand il est en haut. Et c'est un couple qui fonctionne comme ça depuis longtemps, et on va voir ce que ça génère en termes de circulation océanique. Donc ce couple océan-atmosphère, vous voyez en haut, alors ce serait cool que j'ai au moins une baguette, j'ai pas j'ai pas un laser killer, mais au moins une baguette, ça serait bien, mais c'est pas grave, hein, sinon je vous raconte l'histoire et puis je suis... en haut, vous avez la flèche rouge, c'est le fameux courant des rives nord-atlantiques. Nous, on appelle ça la dérive nord-atlantique, mais pour simplifier, après le Gulf Stream, il va se perdre vers les îles britanniques, dans les mers de Norvège, etc. Vous voyez aussi qu'il va aller faire un petit tour
en mer du Labrador. Merci beaucoup. Merci, c'est sympa. Le bouton vert, merci. Ici, et en fait, vous voyez que là, il y a des flèches bleues qui repartent. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cette eau chaude, et qui est assez salée, elle se forme dans une région ici où il fait chaud, donc il y a de l'évaporation, et donc elle est salée. Cette eau chaude et salée, elle va venir se heurter à du froid, elle va se refroidir, restituer sa chaleur à l'atmosphère, et en se refroidissant, elle devient dense, et elle va plonger en profondeur, et repartir vers le sud. Ce sont les flèches bleues ici, et c'est surtout la flèche violette que vous voyez là, et qui va longer les côtes de l'Atlantique et les côtes de l'Amérique du Nord, du Brésil et de l'Amérique du Sud, et enquiller le pourtour de l'océan Arctique, autour de l'Antarctique, Antarctique, et au passage aller irriguer les bassins indiens et pacifiques. Et elle revient, elle part pas loin, ça tourne, hein. Elle revient par les détroits indonésiens et le Cap Horn, mais surtout détroits indonésiens, le sud de l'Afrique du Sud. Elle remonte plutôt rose, donc en surface, pour aller de nouveau dans le golfe du Mexique, et pouf, ça repart. Et ça met statistiquement, alors il y en a sûrement qui connaissent la réponse dans la salle, mais quand je pose mon quiz, en général, alors ceux qui savent, s'il vous plaît, vous êtes gentils, vous vous taisez, ceux qui ne savent pas, vous vous lancez. À votre avis, elle met combien de temps à faire le tour? Je sais qu'il y en a qui savent, elles se sont dénoncées. Allez. J'ai tout entendu, hein. Donc vous pouvez y aller. J'ai absolument tout entendu, vu qu'on couvre des publics très larges. Ah non. Ah, ça c'est quelqu'un qui sait. C'est pas possible. Ça met 1000 ans. Mais c'est un temps moyen, 1000 ans. En fait, les eaux les plus vieilles ici, elles ont 2300 ans. Mais en fait, c'est un âge statistique. Mais là, c'est comme nous, une population humaine de 82 ans. Il y en a qui meurent en une semaine et d'autres qui vont jusqu'à 120 ans. Mais ici, les eaux sont en contact avec l'atmosphère. On les date avec le carbone 14 parce qu'elles se sont isolées de l'atmosphère quand elles courent au fond de la mer. Et ensuite, on voit qu'effectivement, les eaux les plus profondes et les plus vieilles au bout du Pacifique, et que statistiquement, ça met 1000 ans à se mélanger. Et cette circulation ne fait que transporter d'un bout à l'autre du globe de l'énergie, de l'eau, évidemment, ça c'est à peu près évident, mais enfin, de l'eau dans l'atmosphère aussi, et du sel et des éléments chimiques. Voilà, c'est à peu près son boulot, sauf qu'elle s'est mise en place à la sortie du dernier maximum glaciaire, et que c'est elle qui fait que depuis la sortie du dernier maximum glaciaire, en gros, à quelques petites variations près, notre climat est stable, du moins était stable. Voilà, vous avez ici une simulation lagrangienne de ce que je viens de vous raconter. Alors, le rose, c'est quand l'eau est en surface. Là, c'est une autre surface qui part de l'océan, devant l'Australie. Elle fait un petit tour dans l'Indien. Elle va aller faire ce que j'ai dit, hein, elle est vachement obéissante. Elle passe au sud de l'Afrique du Sud, un petit tour, hop, dans le Gulf Stream. Elle reste, et quand elle va plonger, ça devient jaune, ça devient bleu. On passe en profondeur en mètres. Et on voit bien qu'elle repart de là des mers arctiques, pouf, elle repart vers les profondeurs, et etc., etc. Je peux vous la passer plein de fois, ça tourne en boucle, mais c'est ce que l'on a compris. Et ce qui est important, c'est que par rapport aux flèches que je vous ai montrées, qui sont assez simplifiées sur le précédent schéma, c'est très tourbillonnaire. Ça se déplace, mais ça se déplace comme ça dans la mer. Et plus on a de données satellites, plus on voit des tourbillons ultra fins, et c'est ultra intéressant. Dans la mer, il n'y a pas que la circulation océanique, il y a aussi la vie et la chimie et la biologie. Alors, comment se développe la biologie? Grâce à la chimie. Qu'est-ce qu'il y a comme éléments chimiques dans la mer? Il y a des nitrates, des phosphates, du carbone, du calcium, de la silice, et ça sont les éléments, on va dire, majeurs constitutifs de la vie au départ, grâce à la photosynthèse, mais aussi du fer, du zinc, du cuivre, du nickel, etc., qui sont aussi des éléments nutritifs que l'on a découverts relativement récemment. C'est pas qu'on ne soupçonnait pas qu'ils existaient, c'est qu'on ne savait pas les mesurer. Parce qu'en gros, un litre d'eau de mer, c'est de l'eau distillée salée. Et nous, on cherche à mesurer, pour comprendre comment se place la vie dans l'océan, ce qui est dissous dedans, dans la partie distillée. Le sel,
casse vraiment les pieds en chimie, et on cherche à faire la mesure de ce qui n'est pas le sel. Donc tous ces éléments ne sont pas représentés, je pourrais les marquer, azote, phosphore, etc. dans la phase dissoute, et ils sont attrapés par la photosynthèse et transformés par les algues, ce qui donne de la matière. Cette matière va être broutée, consommée par des bactéries et du plancton animal. Tout le monde meurt, ce sont des cycles relativement courts. Les cycles des algues les plus longs, c'est de l'ordre de 3 semaines, mais autrement, c'est souvent de la journée. Et tout ce petit matériel meurt. Donc, une partie est recyclée parce que les attaques bactériennes ne traînent pas. Mais alors ici, vous avez 100 mètres, ici, vous allez jusqu'à 4 km. Mais ce qui échappe et qui va aller enregistrer ce qui s'est passé à un moment donné dans l'océan, c'est les sédiments qui vont aller enquiller au fond de la matière. Et cette matière qui aura échappé à cette reminéralisation qui se passe tout le long de la colonne d'eau depuis quasiment la surface jusqu'au fond. Et alors, si vous suivez ici notre gaz carbonique, le gaz carbonique qui va pénétrer ici, par exemple, en se dissolvant, il va être assimilé, c'est du carbone, par la photosynthèse. Il va suivre ce parcours-là et être stocké dans les sédiments, du moins ce qui échappe à la reminéralisation. C'est ce que l'on appelle, nous, dans notre jargon, la pompe biologique de carbone. C'est-à-dire que vous avez une activité biologique en surface qui couvre la totalité de la surface de l'océan et qui pompe du gaz carbonique. Et un des enjeux de l'océanographie et des océanographes, c'est de la quantifier partout et dans toutes les régions et à toutes les saisons. It's a job. Parce que c'est quand même les 3/4 de la surface de la planète. Donc, en fait, on ne travaille jamais seul. On se coordonne à l'échelle mondiale pour faire ce genre d'activité, parce qu'autrement, on n'y verrait rien. Ce que j'ai représenté aussi ici, c'est qu'il y a des flux plus lents de matière en suspension, parce que parmi la matière qu'on va trouver dans l'océan, il y a évidemment cette matière d'origine biologique qu'on appelle interne, qui se fabrique de façon interne, mais il y a aussi de la poussière exogène qui vient par exemple des poussières sahariennes, les poussières atmosphériques qui sont apportées par les vents, la décharge des fleuves et évidemment notre activité avec les apports de contaminants. Donc on va trouver tout ça dans la mer et évidemment tout circule. Donc quand on veut étudier quelque chose en océanographie, il faut faire la physique parce qu'il faut comprendre qu'on est dans 3 dimensions, que ça se déplace, la chimie pour les solutions et la biologie pour comprendre comment ça fonctionne. Excusez-moi, juste, les flèches rouges désignent uniquement le CO2 ou c'est le carbone. Alors le CO2 se dissout. Un peu plus loin, j'aurai l'équation de la dissolution parce que il y a un petit processus qui se passe et qui est très important. Il se dissout, il va se transformer en HCO3- et CO3-, donc deux molécules qui vont être très importantes, et c'est elles qui vont être assimilées par la vie. C'est pas le CO2 directement qui est assimilé par la vie. Contrairement sur Terre où ça fonctionne différemment, mais il n'y a pas la fixation se fait à partir de dérivés de ce carbone, mais c'est du carbone. Voilà. Après, c'est du carbone, et puis de l'azote, et puis des phosphates, et puis tout. Mais ce qui compte dans l'affaire, c'est un piège de carbone. Ok, voilà. Mais n'hésitez pas à poser des questions. Le problème, c'est que notre système se réchauffe. Alors, notre planète se réchauffe, l'atmosphère se réchauffe. Est-ce qu'il suffit qu'il y ait une personne dans la salle qui me demande que je réexplique l'effet de serre pour que je le fasse? Sinon, je zappe. Et n'ayez pas peur. Là non plus. Merci. En général, c'est très bien, tu sais pourquoi? Parce que j'ai fait le tour de France dans un train, je fais beaucoup de conférences, 80% des gens disent c'est le trou d'ozone. En gros, j'ai une statistique, et donc on ne va pas parler d'ozone, on va vraiment parler d'effet de serre. Donc l'effet de serre, décrit ici, il y a plein de schémas de l'effet de serre. On prend les rayons solaires incidents. Ces rayons solaires incidents hors atmosphère. L'atmosphère, elle est représentée ici, et notre activité sociale, économique et notre vie est représentée ici. Les rayons solaires vont traverser cette couche atmosphérique, sauf que déjà, tout ne traverse pas. Une partie est absorbée par l'atmosphère, une partie est renvoyée vers l'espace, et seulement 50% vient vers le sol. Ce sol, une fois chauffé, il va rayonner par des rayons infrarouges, c'est le coup du radiateur. Une fois, donc, il va renvoyer aussi un rayonnement, mais qu'on ne voit pas, parce que c'est un rayonnement infrarouge. Et c'est ces rayons infrarouges que les gaz présents, certains gaz présents dans l'atmosphère,
sont capables de renvoyer vers la planète, vers l'atmosphère de notre planète. Alors, l'atmosphère renvoie et garde en fait 95% des rayons infrarouges qui sont envoyés, il y en a que 5% qui vont s'échapper. Alors là, quels sont les gaz à effet de serre? Lancez-vous aussi. Sauf ceux qui savent, celles qui enseignent ça tous les jours, ou presque. Quels sont les gaz à effet de serre, à votre avis? Là aussi, n'ayez pas peur, hein. De toute façon, je note pas moi à la fin. Quel est le principal gaz à effet de serre? Le CO2? Non, c'est faux, c'est pas ça. Mais ça marche à tous les coups. Allez, vapeur d'eau. Voilà, c'est la vapeur d'eau. Sans la vapeur d'eau, la vie sur Terre serait impossible. Il ferait moins 18 degrés en moyenne. Il fait 15 degrés, il fait un peu plus maintenant, mais il fait 15 degrés en moyenne. D'accord? En fait, la vapeur d'eau, c'est le cocon qui nous a permis, donc l'effet de serre principal qui permet de la vie de se développer. Mais il y a aussi le gaz carbonique, le méthane, les dérivés fluorés, les dérivés des engrais organiques, etc., c'est-à-dire tous les produits de l'activité humaine que nous émettons en pagaille depuis qu'on a découvert le charbon, le pétrole, donc en particulier le CO2, et qui contribuent à augmenter l'effet de serre. Donc, comme l'effet de serre, c'est ça qui fait le cocon de température dans lequel on vit, eh ben, ça augmente la température. Et donc, voilà, vous avez ici la reconstitution sur 800 000 ans de la concentration en gaz carbonique de notre atmosphère. Alors, comment on a fait ça pour aller dans 800 000 ans? Un forage, une carotte dans l'océan, dans l'Antarctique, et la mesure des bulles de glace, des bulles d'air qui sont piégées dans la glace au moment où se forme ce dépôt et que l'on va former cette carotte de glace, piège l'air de l'atmosphère du moment. Et donc on a l'atmosphère d'il y a 30 000 ans, d'il y a 50 000 ans, quand on va analyser les petites bulles d'air qui sont piégées dans la glace. Donc une fois le forage fait, les spécialistes de ça sont nos collègues de Grenoble en particulier, et qui reconstituent la concentration de gaz carbonique. Donc il y a 800 000 ans, il y a 700 000 ans, etc., etc. C'est l'échelle qui est ici, et vous voyez qu'elle a varié. Il y a eu des périodes plus chaudes avec plus de CO2, plus froides avec moins de CO2, mais que jusqu'en 1850, elle n'avait jamais dépassé la valeur de 280 parties par million. Et entre 1850 et aujourd'hui, alors là on est à 420, hein, il faut que j'actualise à chaque fois mes diapos, ça change tous les ans, donc on est passé, on a suivi ça, voilà, ce qui est absolument terrible. Donc, conclusion du 6e rapport du GIEC, les concentrations actuelles de gaz à effet de serre sont sans précédent depuis 800 000 ans, en termes de valeur, mais aussi de tendance. Donc ça, c'est la détection. Et les travaux attestent l'origine anthropique. Il n'y a plus aucune ambiguïté sur le fait que cette augmentation extrêmement rapide de la concentration de gaz carbonique qui s'accompagne d'une augmentation de l'effet de serre et donc de la température, c'est quelque chose qui est particulièrement... Ça sort du 6e rapport. Les activités humaines expliquent l'intégralité du réchauffement observé sur la décennie 2010-2019. Vous avez ici, donc, sur 1850-2000 est ici, donc une échelle de temps qui ressemble à ce que je vous ai montré, sauf que c'est la température reconstruite. Et ça, c'est la température que l'on mesure. La mesure instrumentale est ici. Et vous voyez qu'on a reconstruit ça. On a branché sur ce que l'on avait comme capacité de mesure depuis 1870, où l'on fait des mesures assez précises de température, et on voit l'augmentation. Et en fait, on voit aussi, lorsque l'on cherche à attribuer, on fait des simulations de cette planète Terre que l'on a quantifiée avec des tas de mesures faites par tout le monde pour comprendre comment elle fonctionne, et du climat que l'on simule aujourd'hui, et donc de la température qu'on simule aujourd'hui. On fait des simulations avec que l'énergie solaire, avec que les volcans, avec que tous les termes naturels. On n'arrive jamais à reconstituer l'évolution de la quantité de gaz à effet de serre, et donc de gaz carbonique en particulier, et la variation de température que l'on observe aujourd'hui. Alors, toutes les COP font deux choses. D'une part, faire le bilan de ce que l'on sait et le bilan de ce que l'on prévoit.
Alors ça, c'est une diapositive qui a 5-6 ans. Donc on a eu les accords de Paris, je reviens dessus parce que je la trouve plus claire que celle qui sort dans le 6e rapport, alors j'utilise. Donc vous avez, l'échelle ici c'est de 1980 à 2100, donc ça maintenant on est passé dans la projection, vers où on va en termes de climat, et qu'est-ce que l'on a mis on ne peut faire qu'une chose, c'est des scénarios qui calculent des émissions de gaz carbonique, on ne peut pas mesurer la température à l'avance, on est obligé de faire des scénarios. Qu'est-ce que c'est qu'un scénario? C'est réunir démographes, géographes, économistes, etc. autour de la table et de dire, voilà, si on continue avec ce modèle économique A, on va aller dans telle direction en émission CO2. Si on fait quelque chose de différent, on va aller vers telle valeur. Et j'ai représenté, évidemment, vous avez un paquet de nouilles, là, évidemment. Tous les scénarios sont possibles, mais ici, en fait, c'est au cas où on continue, comme on disait, business as usual, ou le scénario du laisser-faire, etc., les émissions de gaz carbonique conduiraient à une augmentation de température de 3 à 5 degrés de plus par rapport à la période de 1850 à 1900. Ou bien alors on devient sobre, et c'est toutes les discussions qu'il y a eu autour des accords de Paris et qui sont rediscutées régulièrement, c'est d'aller à la fin de ce siècle à pas plus de 2 degrés par rapport à 1850-1900. Toujours quand on parle des 2 degrés, c'est par rapport à cette valeur de 1850-1900. Et en fait, aujourd'hui, la tendance, c'est de... Je vais le montrer sur la diapo suivante, dans le 6e rapport, c'est ce qui est sorti. Alors, j'ai pas mise. Si, il me semblait que je l'avais mise, bon, c'est pas grave. C'est 3 degrés, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu des décisions de prise et ce scénario n'est plus probable. Le scénario le plus probable, c'est une augmentation de la température de 3 degrés, ce qui veut dire 4 pour la France. Et on va le voir, il y a des conséquences que l'on voit déjà aujourd'hui et qui sont assez considérables. Alors, cette partie noire ici, c'est évidemment la partie où on a des mesures et où on cale les modèles. Et ensuite, on fait des projections. OK? Parce que ce n'est pas des choses que l'on peut mesurer. En fait, on vit aujourd'hui dans un monde sans précédent. Ça aussi, ça sort du 6e rapport. On vit une rupture à l'échelle de l'espèce humaine. La surface de la banquise arctique est la plus réduite depuis au moins 1000 ans. La banquise, c'est ce qui se forme en hiver et qui fond en été. C'est le glaçon dans le verre d'eau. Ça ne contribue pas à l'augmentation du niveau de la mer. Par contre, le recul des glaciers, on va y venir, il est sans précédent depuis au moins 2000 ans. La montée du niveau des mers est la plus rapide depuis au moins 3000 ans et la concentration de gaz carbonique est la plus élevée depuis au moins 2 millions d'années. Donc ça sont les mesures, les conséquences, enfin les choses que l'on voit. Et si on fait rien par rapport à ça, par rapport à ces enjeux, eh bien vous allez voir que les effets à attendre, c'est des effets dans lesquels on est déjà. Qu'est-ce que l'on a? Les chaleurs extrêmes seront plus fréquentes et plus intenses. On aura des précipitations plus fréquentes, mais surtout plus intenses. La sécheresse, augmentation de la sécheresse dans certaines régions, conditions météorologiques propices aux incendies, et on va beaucoup parler de l'océan, bien sûr, c'est mon métier. Mais vous voyez que les 3 autres, on les vit. On a des canicules, on a des canicules marines, on a des incendies, on ne les compte plus, les incendies. Et vous avez ici un enregistrement depuis 1940 jusqu'à 2020. Ça, c'est l'air pour une sévérité de chaleur. C'est pour les vagues de chaleur. Hein, et la sévérité des vagues de chaleur. Donc, Météo France, il y a eu une grosse vague de chaleur en 1947, pas si loin que ça de celle de 2003. Ça, c'est l'intensité en température et la taille, c'est la durée, en fait. Hein. Donc, les deux va constituer l'impact de cette vague de chaleur. Si elle est très chaude, mais qu'elle dure que 2 jours, c'est pas du tout pareil que si c'est très chaud et que ça dure 3 semaines, etc. Donc là, 2003, ça a battu tous les records, mais regardez, 2022 se situe ici. Et puis surtout, ce qui se passe, c'est qu'elles ont été multipliées par 4 en 50 ans. On a eu 23 épisodes de canicule enregistrés en France entre 2000 et 2021, contre seulement 17 dans la période qui a précédé. C'est-à-dire on est passé sur une période de 47 à 99 de 50 ans à 17, alors qu'en 20 ans, en 21 ans, on en a eu 23. Et on a eu 3 d'un coup en 2022, elles sont représentées ici. 2023 est en cours d'analyse. Donc on a vraiment un constat du réchauffement.
Qu'est-ce que ça peut impliquer sur la neige et le débit des rivières? Ça, c'est une image qu'on avait dans le train du climat, donc on a monté avec des collègues et qui a fait le Tour de France, dont une ici, une présente. Et on a simulé, d'une part, le recul ça c'est le recul de la limite pluie-neige, c'est-à-dire que c'est un recul extrême, on remonte en altitude pour la limite pluie-neige, très fort si c'est rouge et fort si c'est orange. Autrement dit, dans les Pyrénées, dans le Massif central, il n'y aura plus que de la pluie, plus de neige, à la fin de ce siècle. Et il restera quelques sommets des Alpes qui ne seront pas affectés. Les conséquences de ça, c'est que nos glaciers, et donc cette neige qui reste... moi, je vis à Toulouse, je suis au pied des Pyrénées, donc la neige, elle reste jusqu'au mois de mai, des fois juin. Elle stocke de l'eau solide. Même si on n'a plus les glaciers, on a encore ça. Et ça va couler doucement, et ça maintient un débit des rivières, et ça fait château d'eau. Les Alpes font exactement la même chose pour ici. Et en fait, si vous réduisez cette partie de stockage et de tampon que produit la neige, ben ça fond et c'est plus que de la pluie, c'est pas retenu la pluie, et du coup les rivières vont se trouver. Alors ça, c'est la réduction du débit des rivières en période estivale, au moment de l'étiage. Et vous voyez, va être extrême dans la région dans laquelle j'habite, mais il faut réaliser que le débit du Rhône ici, c'est 40 ou ici ou à Avignon, je crois que ça se ressemble beaucoup, c'est 40% des eaux des glaciers des Alpes. 40% de l'eau du Rhône est due à ça. Donc, si vous retirez ces glaciers, eh ben, ça va considérablement aussi affecter le débit du Rhône. Une autre conséquence, et on va venir un petit peu plus sur la mer, c'est un schéma absolument horrible, mais je vais vous le raconter, c'est l'accumulation d'énergie dans les eaux de surface en mer, dans les eaux océaniques. Cette énergie qu'on envoie en trop dans l'atmosphère, la Terre en garde une partie. La partie solide de la Terre, c'est très peu, c'est ici. La partie que stocke la mer, c'est ça. Là, on a les années qui passent, et ça, c'est les joules. Peu importe. En fait, 93% de l'énergie en excès émise par l'humanité est gardée par la mer, est stockée dans la mer. C'est un véritable bombe à retardement, puisque je vous ai dit au début, si vous avez bien compris, on chauffe à un endroit, on relâche à un autre cette énergie, ça fait une bascule, et ça installe une circulation. En réchauffant le système, on a déjà modifié la circulation de la Méditerranée. Parce que cette chaleur joue. Et une des conséquences, et on viendra après sur est-ce que d'arrêter aujourd'hui d'émettre des gaz à effet de serre, ça peut servir. On va voir que oui, mais quelque chose qui est enclenché, qui ne va pas s'arrêter d'aussitôt, c'est la montée du niveau de la mer. Pourquoi? Alors ça déjà, c'est la montée du niveau de la mer au siècle dernier. Elle est montée, mesurée par les marégraphes. On n'avait pas de satellite sauf à la fin. On a lancé Topex Poséidon en 92. Donc c'était vraiment les 8 dernières années. Ça, c'est vraiment tout ce qui a été mesuré par les marégraphes. Moyenné à l'échelle mondiale, le niveau de la mer a monté de 17 cm déjà au cours du XXe siècle. Et ce niveau de la mer, eh bien, cette montée du niveau de la mer s'accélère. C'était donc 1,7 mm par an au XXe siècle et c'est 3,4 à 3,6 mm par an aujourd'hui. Et les causes, c'est 40% dû au fait que la mer chauffe, elle se dilate, comme n'importe quel corps que vous agitez, et 60% dû à la fonte de la glace qui est stockée sur Terre. Cette glace, c'est les glaciers alpins, himalayens, etc. Et évidemment, Groenland et Antarctique. En aucun cas, c'est la banquise. Je le souligne beaucoup, 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 parce que les climato-sceptiques qui existent encore et qui nous attaquent encore utilisent beaucoup la banquise pour parler de qu'on n'a rien compris à la montée du niveau de la mer. Alors, les projections, on fait toujours des projections. Ça, c'est la période des mesures où on peut caler les modèles, et puis après, on voit qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Eh bien, même dans le scénario le plus sobre, on peut s'attendre à ce qu'en 2100, il y ait plus de 40 cm de montée du niveau de la mer à l'échelle globale. Ça, c'est une moyenne. Il y a des endroits où la montée du niveau de la mer est beaucoup plus rapide, et il y a des endroits où c'est plus lent. Je vais y venir parce que c'est géologique, la raison. Et ensuite, vous avez toutes les possibilités en fonction des scénarios.
mais ça peut aller jusqu'à 2 mètres, ça dépend du comportement de l'Antarctique, lequel nous inquiète beaucoup. Non pas parce qu'on s'attend à ce qu'il fonde, l'Antarctique il est loin, il est froid, mais l'accélération de la fonte des icebergs est due au fait, on s'en est aperçu il n'y a pas très longtemps, l'eau de l'Antarctique, l'eau qui circule là, en Milan, etc., elle se réchauffe et elle fait un petit peu fondre un petit peu plus vite que prévu initialement dans les premiers modèles, les glaces de l'Antarctique. Alors, pourquoi il y a des endroits où ça monte de 7 mm par an, ce qui est extrême, 7 à 8, et pourquoi à d'autres endroits c'est plutôt 1 mm, voire ça ne monte pas. Alors, les endroits où ça monte beaucoup, c'est au pied de l'Himalaya par exemple, parce que vous avez l'érosion de l'Himalaya qui amène des sédiments, ça appuie sur le fond marin, et donc en relatif, le montée du niveau de la mer est plus important. C'est typiquement le Bangladesh, et au Bangladesh ça va très très vite. Par exemple, qu'en plus c'est un pays plat, les gens ils ont les toits de leur maison, ils la voient dans la mer, hein, donc ils ne voient plus que le toit. Je n'irai pas à la cheminée parce que c'est un pays chaud, mais ils ne voient plus que le toit. Chez nous, non, au nord, en Norvège par exemple, ça va aller beaucoup plus lentement parce qu'il y a eu la calotte glaciaire, les terrains sont encore en train de relâcher, il y a une élasticité de la Terre qui est lente, et ils sont en train de relâcher l'effet de la calotte glaciaire. Et typiquement, entre le nord de la Bretagne même et le sud de la Bretagne, la montée du niveau de la mer, il va être différent à cause de ça. Ça se joue au millimètre, mais il va être différent à cause de ça. Le nord, ça monte moins vite que le sud. On va passer en Méditerranée pour terminer et montrer quelques illustrations de ce qu'elle subit, la pauvre. Donc je vous montre cette image-là parce que j'aime beaucoup. C'est une image thermique. Alors déjà, qu'est-ce que l'on prévoit à la fin de ce siècle si dans le scénario le plus sobre et dans le scénario où, au contraire, on ne ferait pas attention à prendre en main les solutions, à rentrer dans l'action et à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'est les différences maximales et minimales, minimale c'est ça, maximale c'est ça, de température de surface entre les 30 dernières années du siècle précédent et la fin de celui-là. Et vous voyez que même dans le cas le plus sage, on va se retrouver avec des montées en température en moyenne de 2 à 3 degrés à peu près, et au-delà, presque 4 degrés dans le cas du scénario. Mais cet été, et l'été dernier en particulier, au mois de juin, c'est la Méditerranée, elle n'est pas encore très très chaude, hein, au large de Marseille, le 19 juin, la température de l'eau était 6 degrés de plus que les normales saisonnières. Ça s'appelle une canicule marine. Et ces canicules marines sont, comme les canicules terrestres, de plus en plus fréquentes. 6 degrés de plus pendant 10 jours, les gorgones, 90% des gorgones, les coraux qui sont endémiques de la Méditerranée, et pas que elles, mais c'est un exemple, on ne les trouve plus qu'en fait à partir de 10 mètres de profondeur. On a du mal à voir des gorgones avant. On va focaliser un peu sur une région de la Méditerranée qui est ultra sensible, qui est le golfe du Lion. Pourquoi ? Parce que c'est une des zones où se forment les eaux profondes d'hiver. Pourquoi les eaux profondes ? Alors là, je reprends mon histoire de froid et de chaud. En été, la Méditerranée, elle chauffe. Ça, je vais y revenir aussi. Ça fait une couche de surface qui n'est pas très très épaisse, qui est bien chaude. Et puis arrive l'hiver et la tramontane, le mistral, etc. Là, on refroidit. Et même la température devient plus froide que l'eau qui est en dessous. La température de la Méditerranée, c'est 13 degrés. Elle est très chaude par rapport à l'Atlantique qui a une température moyenne de 2 degrés, parce qu'il n'y a pas beaucoup de couches de surface chauffées, il y a beaucoup de kilomètres qui n'est pas chauffé, alors que la Méditerranée, vraiment, elle est chaude. Mais les eaux en surface, elles vont passer à 12 degrés, par exemple, sous l'effet du Mistral, et pouf, là, dans cette région, elles vont elles vont plonger sous forme de cheminées, mais en fait, elles plongent tout autour de la Méditerranée, comme ça, en formant des cheminées, et entraîner cette eau de surface qui finalement est oxygénée vers le fond, et réalimente les fonds de la Méditerranée en oxygène. Voilà. Donc c'est une zone importante, et elle est importante à bien des égards, on va le voir. Elle est d'abord soumise à une chose qui est totalement de saison, ici, enfin pas ici, autour de la Méditerranée, mais qui sont les pluies cévenoles. Les crues cévenoles et les pluies cévenoles, les flash floods comme on les appelle, elles sont dues à quoi ? Cette eau très chaude, en fin d'été, septembre, octobre, ça évapore et il fait un peu frais sur les Pyrénées, il fait un peu frais sur le Massif central où il fait un peu frais sur les Alpes. Et qu'est-ce qu'on a ? La Roya. On a toutes les l'Hérault qui peut déborder comme un fou, la Vidourle qui peut déborder d'un seul coup. On va avoir des torrents qui deviennent très très fous. Il suffit d'un coup de vent d'est.
Ça s'est passé il y a 2 jours, mais ça n'a pas eu des conséquences dramatiques. Hier, en fait. Hier, Montpellier était sous des trompes d'eau, le Gard et l'Hérault étaient en alerte orange. Et c'est vraiment, ce qu'on voit là, c'est typiquement du vent d'Est, une petite tempête et une vidange du ciel qui tombe sur les montagnes et qui va transformer des torrents en folie. On peut avoir aussi comme effet, on va le voir, la montée du niveau de la mer. Alors, qu'est-ce que ça a comme influence, cette montée du niveau de la mer? Pourquoi c'est préoccupant, au-delà du fait que ça fait disparaître les plages? Vous avez ici le niveau de la mer, marée seule, même s'il n'y en a pas en Méditerranée, peu importe, avec la marée, quel que soit l'endroit du globe. S'il y a une dépression, qu'est-ce que veut dire dépression? Ça veut dire qu'il y a moins de pression. Ça veut dire que c'est généralement pas du beau temps. En tout cas, moi j'aime bien parce que ça amène de la pluie on en a besoin. Et en plus, je suis bretonne et j'ai grandi au milieu des dépressions. Voilà. Et on s'habitue très bien. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? La pression est moins forte. Vous le sentez pas, mais la mer le sent. Et on va avoir une surcote atmosphérique de 10 à 15 cm selon la dépression. Donc ça monte d'un seul coup de 10 à 15 cm. Évidemment, la dépression, elle s'accompagne de vent. Et du coup, à partir du moment où il y a du vent, on va avoir une mer qui n'est plus du tout au repos, mais qui s'agite. Et donc, le niveau moyen avec la surcote de vagues va devenir plus haut. Et ça va venir attaquer des parties de la côte qui ne sont pas du tout en équilibre avec la plage. Elles sont en équilibre avec des vagues qui vont et qui viennent, etc. Et là, c'est plus du tout en équilibre. Donc, c'est très ravageur au niveau de l'érosion. D'accord? C'est pour ça que c'est un premier problème majeur. Et cette élévation du niveau de la mer induira des subversions plus intenses et plus fréquentes, intervient dans un contexte d'exposition au risque de submersion temporaire. Et dans la zone de Languedoc-Roussillon, ça concerne 140 000 logements, avec des gens qui y habitent toute l'année, concernés par ce phénomène, et 10 000 établissements qui emploient de l'ordre de 26 000 salariés qui sont dans une zone qui sera affectée d'ici 2100. Et dans la diapo suivante, j'ai une simulation. La mer est en marron, et c'est la simulation d'une tempête, de la superposition des effets de la tempête de novembre 82, une tempête très classique, et d'une élévation de 35 cm, ce qui est probable. Et vous voyez ici, c'est Étantot. Vous avez le sud, donc la banlieue, on va dire le grand sud de la banlieue de Montpellier. Vous voyez que la mer, elle rentre. Enfin, en fait, en gros, je n'aimerais pas être élue dans ces régions-là comme maire, parce que je pense qu'il faut aller expliquer à tous ces gens que très rapidement, leurs maisons, qui sont sur la plage, je ne sais pas si vous êtes allés. Alors, je fréquente très peu, très honnêtement, je vais beaucoup plus vite en Bretagne. Non, pas plus vite, mais plus souvent. En Bretagne depuis Toulouse à Agde, mais à chaque fois que je suis allée dans ce coin-là, je me dis mais c'est pas possible, les maisons sont sur la plage et j'ai ces schémas en tête et je me dis il faut faire quelque chose, mais voilà. Ça c'est une simulation de la Camargue avec une montée du niveau de la mer de plus de 1 mètre. En fait, il n'y a plus de Camargue. Et ça c'est pour vous, enfin si vous voulez vous intéresser à cette question. Le BRGM a édité il suffit de taper le niveau de la mer BRGM sur Google, il vous trouve ça. Vous pouvez simuler plus de 50 cm, plus d'1 mètre, alors, et puis votre petit coin de plage préféré, vous regardez ce que ça devient. Alors là, j'ai simulé tout le littoral du golfe du Lion qui est particulièrement fragile. Vous voyez que la côte des Calanques l'est beaucoup moins, mais est particulièrement fragile parce que c'est une côte ultra plate. Et elle subit déjà, vous demandez aux paysans de Camargue, etc. L'eau, il y a la salinisation, c'est l'image suivante. Ah oui, non, je l'ai faite aussi. Si vous voulez, vous avez toutes vos... Comme j'ai fait un truc en Bretagne dans mon coin, moi je suis d'ici. Et je l'ai montré à... Non, pardon, je suis d'ici, là. Et j'ai montré à mes collègues de ce coin-là, parce que j'étais là-bas. Ils m'avaient invité pour qu'ils voient ce que va devenir les plages si on ne fait rien. Voilà. Et donc, on a ici la salinisation aussi, parce que cette pression que fait la mer depuis l'aval sur les nappes phréatiques, alors d'un côté, les paysans pompent la nappe, de l'autre côté, la mer, elle pousse, et du coup, on sale les eaux, et ils s'en rendent compte, parce que l'agriculture et la viticulture, s'ils arrosent, n'aiment pas du tout ça, évidemment. Je vais finir ce balayage par le problème de l'acidification. Je vous ai dit tout à l'heure, le CO2 dans l'eau, il se dissout, et il va donner 2 autres molécules, HCO3- et CO3-. Alors, je ne sais pas si vous y connaissez en pH. Alors, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, j'ai mis cette petite échelle ici. Qu'est-ce que veut dire acidification pour l'eau de mer? Ça ne veut pas dire qu'elle est acide, parce qu'elle n'est pas acide. Elle n'est même pas encore acide, malgré les efforts qu'on fait. Elle est pour l'instant encore ici, avec un pH de
alors ça c'était la valeur moyenne en 1870, et la valeur moyenne du péage de l'eau de mer en 2100 est en train de, il est passé de 8,18 à 16, il est prévu à 7,76, je vais y arriver. Ça c'est notre sang, ça c'est le savon. Les pH basiques, c'est l'échelle, quand il y a 14, c'est la soude, etc. Les pH acides, c'est l'acide chlorhydrique et le Coca-Cola. Et qui est une vraie merde, il faut pas boire. S'il n'y avait pas le sucre, ça serait pas terrible. Et donc ici, ça c'est un pH neutre. En fait, les organismes vivants, on voit bien, ils se développent plutôt dans un pH neutre, à quelques exceptions de bactéries qui aiment bien les milieux soit alcalins, soit très acides. Pourquoi elles s'acidifient? Ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Vous prenez du gaz carbonique, vous le mettez dans cette bouteille, l'eau va s'acidifier parce que le gaz carbonique, madame, va réagir dans l'eau pour faire de l'acide carbonique et qui va se dissocier toujours dans l'eau pour faire un ion, une première molécule ionique HCO3- et CO3-. Et ce qui compte surtout, c'est qu'à chaque fois il va libérer à chaque fois H+, et c'est la concentration de H+, qui nous fait l'acidité. Il y a beaucoup d'H+ dans le vinaigre, et c'est pour ça que c'est très acide. Donc le déclin du pH prévu entre 1870 et 2100, ce serait 170% d'acidité en plus. Vous allez me dire, si on ne passe pas en dessous de 7, finalement on s'en fout. Eh bien pas du tout. On ne s'en fout pas parce que, alors ça c'est des expériences qui ont été menées, et je vais vous montrer le résultat de ces expériences. J'ai des collègues qui, dans le cadre d'un projet européen, ont été plantés des tentes comme ça. Vous voyez, j'ai fait froid parce que le gaz se dissout plus dans les eaux froides, donc c'était plus efficace de faire ça. Donc c'est un gros programme européen. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont planté des tentes et regardé comment l'activité biologique en dessous de la tente évoluait en doublant et en quadruplant la concentration de gaz carbonique. Et le résultat, il est là. Alors, quand ils ont fait ça, ça date, cette expérience, c'est le début des années 2000, on était à 380 parties par million seulement. Maintenant, on est à 420. Et donc, ça, c'est sous une tente avec alors, qu'est-ce que c'est que ça, déjà? Ce sont des coccolithophoridés. Ce sont des petites algues qui sont couvertes, qui sont unicellulaires et qui se protègent avec des coquilles calcaires qui sont très très jolies à regarder au microscope électronique à balayage. Donc vous en avez 2 ou 3 espèces là, différentes. Et ça, c'est comment elles réagissent avec un gaz carbonique de 580 à 720. Je vous rappelle qu'on est à 420 aujourd'hui. Et voilà, donc elles ont beaucoup plus de mal à fabriquer leurs coquilles calcaires parce que le vinaigre dissout le calcaire. Vous voulez détartrer une cafetière, vous mettez quelque chose d'acide dans votre cafetière et vous allez dissoudre le calcaire. Et donc le vinaigre attaque le développement de ces petites algues, et c'est vrai aussi pour les petits escargots donc de l'océan austral ou de l'océan arctique. L'acidité a augmenté de 30% au cours des 250 dernières années. Si on continue, elle risque d'être multipliée par 3 en 2100 ou d'augmenter à 170%, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et il est 100 fois plus rapide que tout ce qui a été expérimenté depuis 300 millions d'années. Ça, on le fait en reconstituant comment fonctionnait le système. Et ça n'attaque pas que les petites algues, qui sont quand même les premiers maillons de la chaîne trophique. Donc, personnellement, ces petites algues, qu'on les embête avec l'acide, ça m'embête beaucoup. Ça me fait bien flipper, mais ça risque d'attaquer aussi. Alors là, ils ont poussé les concentrations de façon extrême. Mais en fait, les huîtres et les moules, les huîtres, par exemple, les ostréiculteurs vous disent aujourd'hui qu'ils ont besoin d'attendre 5 ans pour qu'une huître arrive à être commercialisable. Avant, c'était 4 ans. Elles ont plus de mal à grandir et à fabriquer leurs coquilles. Et ça a été observé dans le Pacifique Nord-Ouest. Ils ont eu un jour, tous les petits bébés huîtres sont morts. Une fois plongés dans la mer, ils n'arrivaient pas à faire leur coquille. Ils ont d'abord cru que c'était un virus, et puis en fait, ils se sont aperçus que c'était parce que l'eau était trop acide. Et comme ça coûte des millions de dollars, eh bien, ils ont commencé à mettre du carbonate de calcium, de la craie, dans la mer. Donc en fait, on fait des bêtises et après, on met des tonnes de craie dans la mer pour permettre aux huîtres de se développer normalement. On reparle du golfe du Lion, c'est la cheminée principale de pénétration du CO2 dans la Méditerranée. Donc comme les huîtres et les moules, elles se développent dans ce coin-là. Et donc, par rapport à ça, moi j'ai mais vraiment,
Le gaz carbonique, c'est l'ennemi public numéro 1 de l'océan. C'est notre ennemi public collectif, mais par rapport à l'océan, on double le problème de tout ce qui est lié au réchauffement, circulation, augmentation au niveau de la mer, etc., mais aussi de l'acidification. Et j'insiste beaucoup, cette acidification se ferait même si le réchauffement climatique n'avait pas lieu. C'est un effet dû au gaz carbonique. Et donc, une autre type de vie qui est un autre écosystème qui est dramatiquement affecté par toutes ces choses-là, ce sont les coraux. Le réchauffement, les coraux, c'est l'association d'une algue et d'un animal qui construit le squelette carbonaté. Si vous réchauffez l'algue, elle part, du coup, elle n'amène plus d'éléments nutritifs au corail, à l'animal qui ne peut plus construire son squelette, ce qu'on appelle le blanchiment. L'acidification, c'est du calcaire, donc évidemment, ils sont très sensibles à l'acidification. Et le niveau de la mer, s'il monte trop, la lumière pénètre moins. Et du coup, l'algue, elle est de nouveau gênée pour faire sa photosynthèse. Si vous vous intéressez à mes simulations de montée du niveau de la mer, parce que je laisse mes diapos si vous voulez, j'ai mis le lien là du BRGM. Et ensuite, évidemment, mais ça, je dirais presque c'est la cerise sur le gâteau, mais l'urbanisation, les ports, la pollution que ça induit, le littoral méditerranéen, tout est beaucoup plus fort qu'ailleurs. Il y a 16,5 fois plus de lits touristiques qu'ailleurs. En fait, la Méditerranée, elle accueille 32% du tourisme mondial. 32%, à elle toute seule. Donc c'est un endroit qui est la poubelle. Malheureusement, comme on ne se comporte pas bien, au-delà des problèmes de réchauffement climatique, etc., c'est un lieu dont la santé est vraiment inquiétante. Voilà. Et j'ai même pas parlé des espèces invasives. Je pourrais. Alors, donc, il est urgent d'agir. Je vais dire quelques mots sur le futur que nous sommes en train d'écrire. Et puis après, on va discuter. Donc, effectivement, on a eu Là, je reprends ça, mais ça sort du dernier schéma du GIEC, mais je trouve qu'ils sont de moins en moins pédagogues au GIEC. Ils nous font des schémas de plus en plus compliqués. En fait, ce qui compte, c'est... ça résume... on va jusqu'à... c'est un peu flou. 2000, 2020... Ici, on est en 2100, d'accord? Ça encore, c'est la période où on est mesure et où on peut caler les modèles. C'est la concentration en gigatonnes de carbone, donc ce sont nos émissions, puisqu'on va se projeter dans le futur. Vous l'avez vu, et ça, c'est le scénario des 1,5 degrés, de plus que 1850. Là, c'est la limite des 2 degrés. Et ça, ce sont les politiques qui se sont mises en place. Aujourd'hui, les politiques publiques. Et donc, c'est pour ça que je dis, on va vers les 3 degrés à l'échelle mondiale. Ce que ça veut dire aussi, c'est que les accords de Paris ont servi à quelque chose. Parce qu'avant ça partait dans cette direction-là. Avant les accords de Paris, on partait vraiment vers 5 degrés de plus. Donc, mais sauf qu'il faut qu'on fasse, malgré cet effort, il faut qu'on fasse une vraie sortie de route pour arriver à ça. Et c'est pas impossible. Les solutions existent. Elles existent dans tous les milieux industriels, énergie, usage des sols, villes, bâtiments, transports, demande des services. On a des solutions partout. Il suffit d'une volonté de politique publique pour les mettre en place. Mais, et en particulier, une chose qui est extrêmement rassurante, c'est pour ça que je tenais à... Bon, ça c'est un peu trop compliqué à regarder. En fait, si on arrête aujourd'hui... Je préfère débattre avec vous avec ces diapos-là. Si on arrête aujourd'hui d'émettre des gaz à effet de serre, on se stabilise déjà à la température à laquelle on est. En 2030, si on fait les fameux efforts dont le GIEC demande jusqu'à 2030, on ne stabilise pas la montée du niveau de la mer. Parce qu'il y a quand même tout un mécanisme qui est en place de fonte des glaces. On arrêterait de réchauffer, mais on stabiliserait quand même sérieusement le climat. Tous les modèles récents le montrent. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rester là à dire « mais ça y est, c'est foutu ». Au contraire, on se met en action au niveau à la fois de ce qu'on appelle la diminution, la mitigation en termes... En fait, on arrête d'émettre des gaz à effet de serre, donc on met en place le dispositif qu'il faut. Et la deuxième chose qu'il faut faire malgré tout, puisque tout est lancé, et en particulier la montée du niveau de la mer, il faut adapter. Est-ce qu'on fait des digues, comme
Néerlandais sont en train de se dire qu'ils vont faire parce qu'ils ont des pépettes. Ou alors est-ce qu'on recule les endroits où on n'a pas de pépettes? La Bretagne nord-ouest, chez moi, il y a une tempête qui a démoli. Alors nous, il n'y a pas de maison, parce que les Bretons, c'est un peu les Corses du nord, les Bretons du nord, et ils ont toutes leurs côtes, la plupart des côtes sont non constructibles dans la région dans laquelle je suis, mais c'est le chemin de douanier qui a été cassé, et la Dreal, elle a dit on ne répare pas, hein, parce que si on répare, dans 2, 3 ans, 5 ans, on va exactement avoir la même chose. Donc il y a des choix politiques par rapport à qu'est-ce qu'on fait déjà au niveau de l'adaptation. Et ainsi de suite. Et donc, est-ce qu'on met des maisons flottantes? Est-ce que... Voilà, le débat est absolument ouvert. Je crois que, en ce qui me concerne, oui, parce qu'après j'ai des images sur mon métier, mais je vais finir sur ça. Targeting a climate resilient, sustainable world involves fundamental changes to how the society functions, including changes to underlying values, worldviews, ideology, social structure, political and economic system, and power relationship. En fait, on doit changer de société. Voilà. Je vous remercie. On va pouvoir en parler maintenant. Il faut rentrer dans l'action, alors, parce qu'on n'a pas le choix. Voilà. Et ce que l'on constate quand même, c'est que cette remontée du climato-scepticisme s'accompagne de la montée du populisme. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des arguments, par exemple, quand, je ne donnerai pas de nom, mais des élus, des députés disent « le GIEC crée des données pour nous faire peur », c'est une méconnaissance du travail du GIEC qui ne fait que de la bibliographie, de gros lectures de beaucoup d'articles, et qui synthétise ses travaux, mais ne crée absolument pas de données, et même ne prend pas, ils écrivent des choses comme, là maintenant c'est absolument intangible, qu'on est sûr que c'est l'humanité qui est responsable, mais jusqu'au précédent rapport, ils mettaient toujours la barre d'erreur. Là, pour l'instant, la barre d'erreur, elle est devenue tellement petite que c'est certain que il n'y a plus, c'est irréfutable. Ils sont très prudents, et d'un autre côté, on se fait attaquer par une montée réelle, en ce moment, de nouveau, d'un climato-scepticisme. Oui. Et il ne faut pas se faire avoir. C'est pour ça. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Ça nous fait un travail en plus. Je ne sais pas si c'est arrivé sur votre OSU, mais moi j'accueille. Mais si vous avez servi de région pilote, je crois, j'accueille une chargée de mission du ministère de la Recherche et du ministère de la Transformation de la fonction publique. Je crois que c'est ça, enfin, le nom de ce ministère. Et ils ont décidé à tous les deux qu'on allait former les hauts fonctionnaires dans tous les services de toutes les préfectures, et même après les moins hauts fonctionnaires et après les encore plus bas fonctionnaires, si j'ai compris, on va faire tous les fonctionnaires, 5 millions dans quelques années, aux enjeux de la transition écologique, économique et énergétique. Et ressources, donc on a 3 thèmes à traiter, ressources, biodiversité et climat. Et je ne sais pas si c'est aussi à Lyon, qui est hébergé le ou la chargé de mission payé par le CNRS pour mettre ça en place. Ils vont se reposer sur les collègues qui se sont portés volontaires, qui travaillent soit sur le climat, la biodiversité, ressources, et moi j'héberge la chargée de mission, et je suis responsable de son travail en tant que directrice d'observatoire. Donc là, ça s'est mis en place au 1er septembre, et je trouve que c'est la première fois qu'on nous fait faire quelque chose, qu'on déploie en France quelque chose d'intelligent. Parce que les élus passent, mais les services y restent. Et ces hauts fonctionnaires, on a absolument, surtout que la plupart, il y en a peut-être ici qui sortent de Polytechnique, hein, mais la plupart en sortent et ils sont convaincus. Et d'ailleurs, les premières réponses qu'on a, quand on leur dit qu'on va les inviter à une formation, mais on sait déjà. Voilà. Alors que dès qu'on creuse un petit peu, ils ne savent pas du tout. Donc, en fait, on a des résistances. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis chez les Qatars, mais le préfet, il a déjà dit, 3 fois 2 heures, c'est trop, vous me faites tout en 2 heures. Ben non, on doit faire 3 fois 2 heures, c'est mandataire, c'est ton ministre qui l'a dit, mais ça, il ne veut pas l'entendre. Alors, donc, on doit les mobiliser, il y a tout un programme, etc.
Et je pense que c'est une chose extrêmement intelligente parce qu'on va former un noyau de personnes qui est quand même aux manettes du pouvoir. Un noyau important. Pour information, la charte de mission, elle est en place à Grenoble. Elle est à Grenoble. Et le comité vient juste de se former. Et on m'a demandé de participer pour la réunion. Ouais. 5-6. C'est ça, c'est un comité scientifique de 6 personnes qui couvre tous les domaines et qui va nous aider à... Et nous, typiquement, il y a eu un appel à volontaires et sur l'Occitanie ouest, parce que nous, on nous a fusionnés, mais comme c'est trop grand, on fait l'ouest et l'est maintenant. Donc, sur l'Occitanie ouest, on a 100 personnes 100 volontaires par thème. Donc, ça fait quand même pas mal. Après, il faut trouver des gens qui savent communiquer avec le public, etc. C'est encore un peu plus compliqué. Mais ça va être vraiment une opération de dingue, hein, si on arrive à la faire. Si on ne se fait pas mettre les bâtons dans les roues par un préfet qui me dit « vous me faites tout en 2 heures ». Parce que vous comprenez, je suis occupée. Voilà. J'ai une petite question. Vous avez parlé de l'impact du CO2 sur les océans, l'acidification, la température. Les autres gaz à effet de serre, méthane, protoxyde d'azote, gaz fluoré, pas d'impact, pas de dissolution? Non, c'est pas majeur du tout, c'est petit. Ça fait que de l'effet de serre en fait. Ouais. Ouais. Moi, justement, par rapport à la dissolution de CO2 dans la mer, dans l'océan, si je dis pas de bêtises, plus l'eau est chaude, moins CO2 est dissolu dans l'eau. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une rétroaction du réchauffement climatique sur la Si. Tout à fait, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs choses qui vont se produire. Alors après, je ne vais pas rentrer dans la chimie, un cours sur la chimie des carbonates dans le milieu marin. On va vous épargner ça, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus simple en plus. Mais effectivement, le réchauffement va conduire à plusieurs choses. Une stratification plus importante des eaux de surface. Cette couche chaude des eaux de surface, elle laisse moins passer les gaz. Déjà, les gaz se dissolvent moins dans les eaux chaudes que dans les eaux froides. C'est tout à fait vrai. C'est pour ça quand on n'a pas fini une bouteille de champagne, on la met au frigo, hein, parce que sinon, le lendemain, il n'y a plus rien dedans. Et l'autre chose, c'est que ça génère une couche à traverser, et dans les deux sens. Ça empêche aussi à l'oxygène de passer, et donc ça contribue à la désoxygénation de l'océan. C'est encore quelque chose c'est mesuré, mais c'est encore dans les mesures, cette désoxygénation, mais elle est aussi en action. On va avoir moins d'oxygène dans l'océan. Vous le savez peut-être pas, il y a des zones de l'océan où il n'y a pas d'oxygène, parce que les eaux sont très vieilles, elles ont été isolées de l'atmosphère, les bactéries ont respiré, elles ont consommé l'oxygène, il y a des régions où il n'y a pas d'oxygène dans l'océan. Eh bien, ces régions sont susceptibles de s'étendre et la concentration d'oxygène dans l'océan de diminuer aussi à cause de ça. Et cette stratification aussi, ça risque de générer d'autres problèmes, que les sels nutritifs qui sont plus riches en profondeur ne remontent pas assez bien en surface et d'affecter la productivité de surface, donc la pompe biologique. Oui. Donc ce que vous décrivez là, mais ça peut aussi remettre en cause l'ensemble de la circulation. Alors, le Gulf Stream, le fameux qu'on surveille comme le lait sur le feu, je dirais presque, c'est-à-dire qu'il est surveillé à la fois par les Américains, les Français, les Allemands. Il y a des campagnes en mer qui ont lieu tous les ans, mais on se les partage. Les Français vont tous les 2 ans, et ils font Lisbonne, Groenland. Et donc ces séries temporelles cherchent à regarder quel est le signal climatique par rapport au signal de la variabilité naturelle du système. La planète, elle a sa vie à elle, avec sa dynamique interne, ce qu'on appelle avec la variabilité naturelle. Il y a eu des publications, c'est peut-être pas l'été dernier, mais l'été d'avant, disant attention, il ralentit. Il faut 30 ans de bonnes mesures pour être vraiment sûr de regarder comment se comporte le Gulf Stream. Deuxièmement, et là je parle sous couvert de ma collègue Paléo, il ne s'arrêtera pas, le Gulf Stream. Il change juste de circulation. On pense qu'il va s'arrêter. Il y a des films catastrophes qui disent que le Gulf Stream va s'arrêter. Il va peut-être ralentir, peut-être diminuer mais surtout il va changer. On sait du dernier maximum glaciaire qu'il ne circulait pas de la même façon. Sauf que physiquement, il part pas, il s'arrête pas en tant que tel. Mais par contre, il risque de changer. Il risque le fait qu'on fonde de l'eau, qu'on mette une couche d'eau plus douce
à cause du Groenland qu'ils font, et qu'on chauffe plus, effectivement, on risque d'affecter la circulation. Quand je dis qu'on l'a déjà affecté en Méditerranée, il y a une masse d'eau qui a disparu en Méditerranée. Ça n'a pas trop affecté, elle est en profondeur, mais qui n'est plus présente à Gibraltar, qui s'est fait, on la voyait, des séries temporelles, et à un moment donné, on la voit plus. On perd, on a des masses d'eau comme on a des masses d'air. Le vent nous amène de l'air chaud ou de l'air froid, et nous aussi, dans la mer, on a des courants qui transportent des masses d'eau et des masses d'air. Et il y a des masses d'eau qui n'existent, qu'on caractérise avec température, salinité, un certain nombre de paramètres, qui n'existent plus en Méditerranée. Il y en a une. J'ai une question et un commentaire. Est-ce que les inondations en Libye seraient vraiment. Vous êtes d'accord que c'est relié aussi ça illustre un petit peu. Alors, ça, il y a une tempête, mais il y a un barrage qui a cassé aussi. C'est ben, forcément, il y a les deux. La grosse vulnérabilité des villes du sud de la France, hein, c'est aussi l'urbanisme. C'est-à-dire qu'une grosse crue, s'il reste des zones humides, s'il reste des sols dans lesquels l'eau elle peut s'éponger, on va dire, la crue elle aura beaucoup moins d'impact que si on passe sur des rues, dans les villes où là on voit d'un seul coup le niveau de l'eau monter, etc. Donc il y a les deux qui jouent. Dans l'urbanisation, la maintenance, et en l'occurrence en Libye, il y a quand même eu un barrage qui a cassé. Mais ils ont subi une crue ils ont subi un impact de tempêtes d'Est, qui sont les pires en Méditerranée, et qui a généré ça. Mon commentaire, c'était juste une hypothèse par rapport à ce que vous avez dit sur l'augmentation du climato-scepticisme. Est-ce qu'il ne serait pas relié aussi à la période Covid où on avait une augmentation du complotisme, un mouvement pour les scientifiques qui devait être complice, on va dire, du pouvoir en place, et dans lesquels déjà que la science a joué aussi un rôle dans cette catastrophe en fait. Est-ce que c'est pas. Alors, il y a la science, il y a les médias, il y a des comportements absolument odieux, comme on en a connu dans notre communauté avec Claude Allègre, hein, je suis désolée, mais les comportements du professeur. On a entendu parler que de lui, le professeur de Marseille. Hier, je suis de Marseille. Hein Raoult, oui. Bah, les premières fois qu'il a pris la parole, j'ai eu l'impression d'être revenu à l'IPG Paris. Et en fait, c'est exactement le même type d'attitude, le même type de dénégation des collègues, etc., etc. Négation du travail des collègues. Et donc, ça nous a porté du mal. Mais ce qui nous a aussi porté du mal, c'est qu'on a fait parler des gens qui étaient spécialistes de la génétique ou de n'importe quelle maladie. J'ai entendu ça et ça m'a vachement choquée pour parler de virus. Fallait parler de virologue pour parler de virus, c'est pas. Voilà. Et alors, donc, il y a la science qui s'est dite et contredite, ça arrive. Les médias qui ont relayé ça, et évidemment, là-dessus, tout s'est engouffré dedans. Alors ça ne nous aide pas, ça ne n'aide pas, mais nous c'est sur le long terme hein, qu'on fait face aux marchands de doute, parce que c'est, je crois que ça fait vraiment très peur. Je pense, et puis ça sert des objectifs politiques qui ne sont pas très louables. C'est une question plus simple. Au niveau de l'évaporation des océans, du réchauffement, le niveau des océans, c'est quoi l'impact, l'importance de l'évaporation par rapport à la montée du niveau de la mer? Oui. L'évaporation, c'est un cycle d'eau très court, vraiment très court. Ça s'évapore, ça retombe, ça s'évapore, ça retombe. L'évaporation peut partir un peu vers le nord. C'est ce qui se passe dans ma région en ce moment, il n'y a plus de pluie. Hein, parce qu'on est vraiment dans une zone qui est un problème dans les modèles. On ne sait pas si ça va être plus sec ou moins sec. En ce moment, on a l'impression que ça va être vraiment beaucoup plus sec. Mais on va voir. Parce qu'encore une fois, il y a la variabilité naturelle de la planète. Mais et l'eau, elle retombe tout de suite, en fait. Donc l'évaporation, à part en Méditerranée, parce qu'on a construit plein de barrages,
Ça, c'est encore un truc qu'on lui inflige à la Méditerranée. La Méditerranée est en train de se saler parce qu'elle évapore plus. C'est un bassin d'évaporation. Ça s'intensifie avec le réchauffement et avec le fait qu'en plus, on a mis plein de barrages et que du coup, on a diminué l'apport d'eau douce à la Méditerranée. Encore un truc qu'on lui a mis sur le dos et qui est quand même très violent pour la Méditerranée. Voilà. Du coup, pour les océans, c'est l'inverse au niveau de la salinité. Non, c'est pas... ça tourne. Non, pour la salinité, est-ce que les eaux sont moins salées vu qu'il y a... Alors, elle se dessale dans l'ouest du Pacifique parce qu'il y a plus de pluie et elle se sale dans d'autres endroits parce qu'il y a plus d'évaporation. Ça dépend, ça se déplace. C'est un peu comme sur Terre, il y a des zones plus sèches et il y a des zones qui sont vraiment beaucoup, beaucoup plus humides, comme ne l'était avant. Et on a des satellites qui mesurent, qui s'appellent des services d'observation qui s'appellent SSS, Sea Surface Salinity. On a un satellite qui est capable aujourd'hui de mesurer la salinité dans les eaux de surface. Et ça aide bien ce qu'on fait à partir des bateaux pour calibrer les mesures du satellite. Oui. On parle souvent des impacts du CO2 anthropique sur le climat. Est-ce qu'on arrive à quantifier la production de vapeur d'eau d'origine humaine et son impact sur le climat? C'est pareil que pour les pluies, ça repart très vite. En fait, cette vapeur d'eau, elle va se condenser. Et alors, en même temps, c'est une bonne question parce que le paramètre qui est le plus faible dans les modèles climatiques, c'est les nuages. Et la vapeur d'eau d'origine humaine va contribuer aux nuages. Mais c'est les nuages même naturels. Les nuages ne sont pas bien paramétrés dans les modèles de climat. La plus grosse barre d'erreur aujourd'hui des modèles de climat, elle est due aux nuages. Donc, je ne peux pas répondre franchement. Mais par contre, il faut quand même penser que la vapeur d'eau, c'est un cycle très court par rapport au climat. Donc, le climat, c'est des cycles sur 30 ans, 40 ans, alors que là, on est vraiment sur des choses qui tournent très vite. Par contre, le gaz carbonique, on l'émet, on l'a stocké, il est là, il est dans l'atmosphère. Enfin, lui, ça fait longtemps. D'accord ? C'est un autre à échelle de forçage. Ouais ? Peut-être que je me trompe, mais je crois que j'avais entendu parler de méthodes pour stocker du carbone dans des roches sous-marines, pour l'astronomie et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de ces méthodes et est-ce que c'est dangereux pour les océans? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai fait un papier récemment sur les méthodes de géo-ingénierie. Il y en a beaucoup qui sortent. Faire plus d'arbres, oui, mais il y aura moins de champs, etc. Alors, pour le sous-marin, c'est envoyer du CO2 sous l'eau. C'est pas d'aller dans des roches. Par contre, ce que font les Islandais, ils pompent du CO2 dans l'atmosphère et ils l'envoient dans les basaltes. Pourquoi ? Parce que à l'échelle géologique, le premier puits, soustraction de gaz carbonique, c'est pas l'océan, c'est pas la végétation de l'Amazone ou des forêts européennes. Ça, c'est les cycles dits courts du carbone. C'est l'érosion des roches. Vous prenez un silicate, une roche très commune à la surface de la Terre, vous l'érodez avec une pluie légèrement acide, vous allez soustraire du gaz carbonique pour fabriquer du carbonate de calcium. C'est de la chimie. Et ça, c'est un puits de CO2 à l'échelle géologique extrêmement important. Donc, on s'est dit, les petits humains, on va prendre nos basaltes qui sont quand même des trucs faciles à éroder parce que c'est un verre et puis c'est beaucoup plus solide qu'un granit. Et puis, c'est un silicate. Et accélérer l'érosion en mettant du gaz carbonique qu'on pompe dans l'atmosphère, qu'on balance dans les roches et sous pression un peu, puis on accélère comme ça la dissolution, la formation de carbonate de calcium. C'est pas idiot si ça coûtait pas aussi cher en énergie. Parce qu'il y a des tas d'endroits en fait où il y a des poches où on pourrait aller stocker du CO2. Surtout que si vous avez regardé les courbes des accords de Paris, pour faire 1,5 degré en partant de la concentration de gaz carbonique qu'on a aujourd'hui, on est obligé de faire ce qu'on appelle des émissions négatives, c'est-à-dire de piquer du gaz carbonique à l'atmosphère. On est obligé, sinon on ne fait pas les... Donc on a besoin de ces trucs de géo-ingénierie, mais pour l'instant on n'a pas trouvé la solution miracle. On a parlé de beaucoup de choses, surtout si vous entendez fertiliser les océans, mettez-vous à crier tout de suite en disant c'est idiot, c'est idiot, c'est idiot. C'est pas avec le fer dans les océans qu'on résoudra le problème du gaz carbonique, etc. etc. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de solution. Si ce n'est, alors là, moi je vous laisse la parole,
comment vous envisagez déjà à l'échelle citoyenne, à l'échelle d'une ville, parce que tout le monde est, le petit truc là qui est à la fin, c'est que tout le monde est concerné à toutes ces échelles, sans culpabiliser, parce que chacun doit gérer sa vie et les contraintes dans lesquelles nos sociétés nous ont mis au fur et à mesure de nos vies. On se retrouve des fois, typiquement, quand j'interviens au milieu rural, c'est très très rare qu'on parle d'arrêter la voiture, hein, par exemple. Alors que dans une ville comme celle-ci, on peut se poser la question de est-ce qu'on a besoin d'une voiture, est-ce qu'on ne peut pas faire du partage, etc. Donc, ces solutions, elles ne sont pas pour toutes les mêmes, pour toutes et tous les mêmes. À l'échelle de l'individu et de la ville, ou de la grosse industrie, ou du pays, c'est pas les mêmes. Mais par contre, tout le monde a des solutions. Et ça, par contre, je serais curieuse de vous entendre sur, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Est-ce que vous connaissez les outils pour y réfléchir et pour avoir plus d'argent à la fin du mois? Parce que j'entends aussi tellement souvent, moi je me sacrifie, mais mon voisin il ne se sacrifie pas. Oui, sauf que toi, comme tu te sacrifies, tu as plus de fric à la fin du mois parce que tu émets moins de gaz carbonique. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, ou pas du tout, ou si on veut partager là-dessus, si on a le temps. Et si vous avez l'outil pour réfléchir à ça, il y en a un qui est très très bien. Alors ? Sans y avoir participé, mais nous, on connaît un peu les fresques du climat qui permettent comme ça à chacun de pouvoir trouver justement des petits outils. Mais je n'y ai jamais participé. Alors vous pouvez tous participer en faisant un clic sur votre ordinateur et aller faire le bilan carbone de l'ADEME. L'ADEME vous permet, elle a un petit logiciel qui vous permet de calculer votre empreinte carbone. L'empreinte carbone moyenne d'un Français, d'un citoyen français, c'est 9 gigatonnes par an. Non, tonnes, pardon. Gigatonnes, c'est dans mes diapos. Excusez-moi. J'ai eu un doute d'un coup en disant, je suis fatiguée là, il va falloir que je me requinque avant Saint-Étienne. 9 tonnes par an. Et c'est très intéressant. Très, très intéressant de faire son bilan. Voilà, on n'est pas rendu, il faut qu'on diminue par 2 notre empreinte carbone minimum d'ici 2030. Et je ne sais pas, récemment je l'ai refait. Wow, j'ai fait des gros progrès parce que j'ai plus de voiture et je me dépose plus qu'en train. Mais malgré tout, je ne sais pas comment je vais faire pour aller passer à 2, je suis à 4. Et je sais pas comment et 4 c'est déjà, vous savez, ça tient la corde. Hein. On est quand même très émetteur de gaz à effet de serre dans nos sociétés. Mais je vous conseille de le faire parce que on peut du coup s'amuser à simuler, tiens, si je prends un ferry plutôt qu'un avion, si je prends voilà, on essaye tous les moyens de transport, l'alimentation, la façon de s'habiller, etc. Tous les petits gestes de la vie quotidienne y passent et on peut s'auto-tester, y compris les produits ménagers que vous achetez. Hein. Donc oui. Dans ce test-là, il n'y a pas une tonne qui est déjà réservée au service public et Si. Il y a un gros travail à faire déjà avant que sur les véhicules. Encore une fois, je suis très claire. Quand on fait ça, on n'est pas en train de résoudre le problème. On est en train de regarder quels sont... En fait, ce qui aide beaucoup aussi, c'est de se rendre compte toutes nos sociétés qui se sont construites. Mais c'est hyper confortable d'émettre du carbone au quotidien. Non, sérieux. Les grosses machines, tout. Mais, oui, entre autres, mais ça en fait partie. Mais oui, ça en fait partie. Il est là juste derrière. Mais on en a besoin. Et en même temps, on en a super besoin, mais il y a des pays qui n'en ont pas besoin, ou alors ils s'en passent. Et c'est phénoménal. Moi, j'entends des choses incroyables. J'entends, mais attends, il faudra que l'Afrique arrête de quoi l'Afrique 4% aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre. Tout le continent africain. Nous, par contre, les riches, waouh, qu'est-ce qu'on émet. Et on est même en train d'essayer de faire son propre bilan. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a tout un bruit de fond. Les routes qu'on utilise, tout ce qu'on utilise, en fait, c'est du pays riche et ça émet. Donc, il y a des choses qu'on peut pas agir dessus. Il y en a sur lesquelles on peut agir. Mais surtout avec ce calcul qu'on fait soi, on se rend compte aussi autour ce sur quoi on peut agir, ce sur quoi on ne peut pas agir, etc., etc. Et c'est ça qui est intéressant.
Moi, je trouve que c'est un exercice. Ça prend 10 minutes en plus, c'est vraiment pas très très compliqué. Oui. Rapidement, mais est-ce que cet impact, cette mesure, elle ne cache pas aussi notre impact sur la pollution, en fait, qui n'est pas nécessairement traduisible par une quantification du... Bah, là, on parle du réchauffement climatique, donc effectivement, on ne traite pas les questions de pollution. Mais par contre, ce à quoi on pense dans ce bilan, c'est est-ce que les fringues, si vous les achetez, qu'elles viennent de Chine. Ça, c'est compté dedans. Parce que on externalise notre bilan carbone, nous les Européens et les Américains. On fait fabriquer dans des pays où ça coûte moins cher et après on transporte. Et donc en fait, eux, ils émettent du carbone pour nous. Il faut leur retirer 15 à 20% de leurs émissions de carbone et nous les rajouter à nous. Tout ça, c'est pris en compte dans les modèles. La pollution générale, alors la mauvaise nouvelle, c'est que si on la diminue, on augmente la température. C'est les poussières qu'il y avait à cause du charbon au-dessus des pays européens et encore aujourd'hui qu'on voit largement au-dessus de l'Inde, quand on regarde des images satellites, il y a des épaisseurs de poussière qu'on voit très très bien avec des images satellites, ça fait parasol. Et vous retirez la pollution de la Chine et de l'Inde et vous augmentez la température moyenne de 0,5 degrés. Donc laissons la Oui. Moi j'avais une question, savoir en fait comment les sociologues sont partis du coup des données en fait, et pour essayer en fait de construire un récit et des propositions en fait, parce que c'est un peu, on peut faire son bilan carbone soi-même, prendre des décisions personnellement, bon, ça va, c'est bien. Mais au niveau collectif, par rapport aussi aux menaces de populisme, etc., est-ce que les sociologues se sont parlé en fait de ces résultats-là? Et quels récits, quelles propositions en fait ils peuvent le troisième, oui, le troisième rapport du GIEC traite quand même pas mal de ça. Déjà, si c'est une question qui vous intéresse, je ne suis pas sociologue, donc je vais avoir du mal à parler à leur place. Les anthropologues et les sociologues, c'est devenu plus qu'important de travailler avec eux. Par exemple, je vois à Toulouse, il n'y en a pas tant que ça. Il y a plus d'astronomes qui sont en train de se poser de la question. Excusez-moi, monsieur. Mais j'ai plus d'astronomes qui se posent la question du sens de leur métier aujourd'hui que des collègues de l'Université Toulouse 2 qui disent on va travailler avec vous sur la question de ça ou de ça, etc. C'est quelque chose qu'on est en train de construire en ce moment, le lien avec les sociologues. Dans d'autres pays, ça va plus vite. Mais on n'est pas dans, je peux pas répondre en fait directement à cette question. C'est le boulot des gens du troisième rapport du GIEC, les économistes, les sociologues et les anthropologues, qui vont dire telle solution, il faut la travailler en amont pour qu'elle soit acceptable. Vous savez, la question d'acceptabilité, ils n'aiment pas du tout qu'on en parle, parce qu'en fait, on ne peut pas plaquer quelque chose à une société en disant maintenant tu vas l'accepter. Il va falloir le travailler sur la partie de la culture, etc., etc. Mais on est dans des sociétés en ce moment qui vont vraiment pas bien du tout, quoi. Donc je sais pas trop. Ça part vraiment dans tous les sens, hein, quand on lit la presse, ce que je fais tous les matins. Des fois, je passe parce que c'est vraiment. Au niveau des groupes du CNRS Ben voilà, c'est ça. Ben si, on travaille beaucoup sur la question de la transdisciplinarité, de l'interdisciplinarité. Et à l'intérieur de l'Observatoire Midi-Pyrénées, j'ai de la chance, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de monde, mais du coup, on couvre absolument toutes les disciplines, et y compris, on a des philosophes et des sociologues à l'intérieur de la maison. Mais ils ne sont pas nombreux, mais ils nous font un pont avec les autres universités. Et on peut travailler déjà des sujets en commun, des sujets de pollution, des sujets de mesure avec les astronomes que je viens de mentionner, par exemple. Il y a beaucoup de travail à faire sur les capteurs, sur la mesure, je vais donner une échelle là, pour les gens qui sont géologues ici. Ils embarquent des rameaux qui tiennent dans une boîte à chaussures. Et nous, un rameau, j'en ai acheté un récemment pour l'observatoire, c'est la moitié d'une pièce. Donc, il faut qu'on se pose des questions sur la façon dont on va mesurer, détecter, etc. Comment on échange dans la compréhension du système dans lequel on vit. La planète Terre, elle est dans un système de l'univers qu'il faut comprendre. Et en même temps, comment on la protège parce qu'elle est ultra fragile. Donc, on est vraiment sur ces questions-là. Et on n'oublie pas qu'on est habité
Alors que pendant très très longtemps, on a eu la physique, la chimie, la biologie et les humains. Et maintenant, on marie les deux. Mais il n'y a encore pas beaucoup de travaux. Enfin, pas assez. S'il y en a, mais il n'y en a pas assez. Les travaux. Une dernière question. J'ai pu comprendre que vous faisiez beaucoup de conférences dans des contextes assez différents. Oui. Au long des discussions comme ça, et avec votre conclusion, où vous présentez tous les problèmes qui vont Ouais. Quel genre de réaction vous avez? C'est variable, c'est plutôt... alors, je m'épuise des fois parce que je dis jamais non, mais quand je me retrouve devant le club écolo du 3e âge de Mirepoix et que tout le monde est d'accord avec moi, je me dis mais pourquoi je suis venue là de 9h à 11h du soir alors que j'aurais pu rester chez moi. Ça m'arrive quand même des fois de désespérer un peu parce que je vois beaucoup de vieux, en fait, c'est pour ça que je dis ça. Beaucoup de retraités, etc., qui sont très concernés. J'ai aussi des réactions, comme j'ai dit en milieu rural, hors de question d'aborder le sujet de la voiture. Parce que vous avez des gens ultra pauvres, la France rurale, elle est vraiment pas riche, qui ont des voitures dans un état lamentable, mais sans la voiture, ils sont encore plus pauvres parce qu'ils n'arrivent pas à aller bosser. Donc en fait, ce qui est très intéressant aussi de labourer le territoire avec des rencontres, c'est de voir à quel point on est différent selon qu'on habite au centre-ville de Toulouse ou de Paris ou de Lyon et qu'on habite dans un coin de l'Ariège. On ne voit pas la vie de la même façon du tout. Et du coup, on n'entend pas non plus le discours politique qui n'est pas clair en plus, parce que sincèrement, on a quand même un président qui nous a dit, ses vœux, on ne pouvait pas prévoir la crise climatique, on est en 2022. Ben si, on pouvait. Enfin, ça nous a fichu un sacré coup, quoi. Donc en fait, en plus, si on avait un discours assez clair et cohérent, y compris dans ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ça donnerait peut-être moins le flanc, ça prêterait moins le flanc à des gens qui essayent de le nier par ailleurs. Mais voilà, donc, mais en plus, si vous voulez, on parle de taxe carbone, on dit « Ah, mais voilà, gilet jaune », c'est super compliqué, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire qu'il faut vraiment que la société dans son ensemble se comprenne. Et non seulement nous, mais aussi avec justement les pays d'Afrique. Moi, j'accueille en ce moment des étudiants de Côte d'Ivoire ou du Bénin, etc., parce qu'on a des partenariats qui viennent faire leur thèse et qui partagent, et que voilà, ça se passe super bien. Et ils n'ont jamais vu de lave-vaisselle, de lave-linge et d'aspirateur. J'ai appris à servir un aspirateur. Et bien en fait, ils émettent beaucoup moins de effets de serre que nous aussi. C'est tout ça. En fait, c'est toutes ces choses qui s'empilent. On n'est pas dans les mêmes sociétés. Il faut qu'on comprenne qu'on n'est pas dans les mêmes sociétés. C'est fou à quel point. Et mon étudiante, elle vient d'Abidjan. Elle ne vient pas d'un petit village. Voilà. Sur la planète, qui sont pauvres, mais qui ont légitimement envie de devenir comme nous, c'est-à-dire avoir les aspirateurs, les lave-vaisselle. Et ça, il faut le prendre en compte. Mais bien sûr. La décroissance, on ne peut pas dire à ces gens, restez pauvres. C'est la même question. Oui, c'est la même question, mais du coup, comment on gère ça à l'échelle globale, quoi? Comment on dit à ces gens, vous avez légitimement le droit d'avoir un niveau de... Alors, c'est là que je vous envoie sur le 3e rapport du GIEC, quand même, parce que toutes ces considérations, elles sont prises entre les déséquilibres sud-nord, ou nord-sud, quand on parle, et est-ouest d'ailleurs, parce que et même à l'intérieur de la France, même, il y a un gros déséquilibre. Rééquilibrer les choses, ça ne peut être que positif. Faire des infrastructures, c'est-à-dire que les pays riches mettent leur argent à faire des infrastructures. Je vais prendre un exemple très simple. Paris. On pense qu'on veut d'Hidalgo et de son caractère, je ne vais pas faire de politique. Par contre, les pistes cyclables à Paris égale embouteillage de vélos. Et les gens qui se déplacent en vélo, ils se déplaçaient en voiture avant. Donc, vous mettez une infrastructure, à Toulouse, c'est pareil. En ce moment, il a reçu de l'argent, le maire. Hop, il y a plein de pistes, parce que ça met du temps. Il y a plein de pistes qui se créent. Et bien, là, moi qui suis une cycliste invétérée depuis longtemps, maintenant, j'ai des embouteillages de vélos à Toulouse. Ça n'existait pas. Vous mettez des infrastructures en place, vous avez l'usage qui arrive tout de suite derrière. Alors ça, c'est simple. C'est très simple, en fait. Les pistes cyclables, c'est un exemple ultra simple. Mais c'est pareil avec les lignes de train. Vous mettez des lignes de train de qualité qui vont vite et qui sont à l'heure. Et encore que le vite, ce n'est pas le plus important. Il faut surtout qu'elles soient à l'heure. Et que ça ne s'arrête pas au milieu d'une voie pendant 4 heures, etc., sans savoir pourquoi. Et à partir de là, vous allez avoir des gens qui vont l'utiliser. Et on équilibre entre les pays. Nous, on diminue
Et c'est possible. C'est possible, c'est dans les calculs des projections des modèles climatiques. C'est vraiment possible. C'est juste que, effectivement, alors, j'ai une collègue qui travaille dans un séminaire sur les lave-linges. Depuis les années 70, les lave-linges ont augmenté en coût, ils ont plein de capteurs, ils ont plein de programmes, et je prends le pari que tant que vous êtes, vous tournez couleur 30 degrés, et on lave toujours de la même façon, parce que tous les menus sur les lave-linges qui font que les gens vous les vendent beaucoup plus cher, et qui mettent de l'obsolescence programmée dedans, eh bien, ça ne sert qu'à vendre des lave-linges et à faire de la surconsommation. Et c'est fou, parce qu'elle me parle de ça, et moi, j'ai 30 degrés, couleur, et en fait, c'est totalement vrai. Le jour où on met un truc de laine, on fait attention, quoi. Mais voilà, donc, en fait, on est dans des sociétés qui nous rendent... Il faut qu'on la réfléchisse, notre société, prendre un peu de recul. Le coût du lave-linge est un très, très bon exemple. Ça n'a pas changé depuis les années 70 de laver le linge. Mais par contre, les lave-linges ont beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Merci beaucoup.